une chose qui est justement quand on travaille en tant que SEO dans les médias, on se rend compte que font les journalistes, c'est qu'ils écrivent pour leurs lecteurs d'abord. Et ça, c'est un truc que les SEO oublient souvent. Si que j'utilise vraiment beaucoup d'avantages en 2024, je dirais non, ouais. Parfois, j'ai des clients en coaching, on fait le premier audit pour démarrer, et tu te rends compte que 80% de leurs pages ont plus de 600 liens. J'ai de plus en plus tendance à revenir un peu vers le contenu manuel et aller justement voir des rédacteurs et leur demander merci de ne pas faire de contenu d'IA. Faites-moi quelque chose que j'ai envie de lire. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Position Zéro. Position Zéro, c'est le podcast qu'on a créé moi-même, Luca Fancello, avec mon ami Thomas Meyer. Et c'est un podcast qui parle de référencement naturel, de SEO, de business en ligne et d'autres sujets, bien sûr. Aujourd'hui, on est avec Sylvain Charby, un spécialiste du SEO technique. Je vais le présenter tout de suite. Mais avant ça, quand même, petite question. Thomas, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, la forme, hein, il fait beau, il fait chaud, je vais pas me plaindre. Et toi ? Très bien aussi. Alors moi, à Strasbourg, il fait beau, il fait chaud, en plein hiver. Je peux pas concurrencer, mais voilà. Des fois, ça me manque le froid. Tu te dis, putain, tu montes dans les hauts, c'est ça qui est cool à La Réunion. Tu te dis, bon, allez, je vais monter, je vais prendre de l'altitude, et ça y est, il caille, tu te mets une veste, ça y est, c'est bon. Nickel. Du coup, Sylvain, toi, comment tu vas ? Bah ça va super, je suis content d'être là. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc, Sylvain, du coup, pour te présenter un peu, toi, tu as plus de 10 ans d'expérience dans le référencement naturel, 6 ans dans le journalisme web. Donc, ça fait un super parcours. Tu es le SEO principal pour HubSpot US le jour. Donc voilà, tu travailles un petit peu sur leur blog et autres. Tu vas nous raconter, nous en dire plus de toute façon. Et surtout, tu as une grosse spécialité consultant SEO technique. Bon, du coup, tu fais ça la nuit, quoi, à côté de... en plus. Donc là-dessus, vous allez voir, SEO technique, on n'en a pas encore énormément parlé sur le podcast. On a abordé certains sujets, mais là, aujourd'hui, on va pas mal parler de ce sujet-là. Donc, vous allez apprendre pas mal de choses sur le sujet. Et puis, en plus, tu fais partie de cette longue tradition de référenceurs chauves avec une barbe. Voilà, comme Jason Barnard, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est surtout des référenceurs US, hein, plus que français, qui ont lancé cette tradition. C'est vrai qu'à chaque fois que tu entends parler d'un référenceur technique, c'est toujours quelqu'un de chauve avec une barbe. Et à chaque fois que j'en rencontre, que ce soit dans les conférences ou les autres événements, on est tous chauves. Alors, ça te fait une jolie photo en général à la fin. C'est ça. On arrive bientôt avec Lucas. On va vous rattraper. Voilà, on est accueillants, vous en faites pas. Les gars, je rajoute un truc pour dire que Sylvain sur Twitter, il balance des masterclass sur du contenu de SEO technique. Moi, je t'ai surtout découvert sur Twitter, pas trop sur LinkedIn. Je sais pas d'ailleurs si tu passes sur LinkedIn, on pourra revenir après sur ce sujet. Mais allez suivre Sylvain, les gars, sur Twitter si vous voulez apprendre et avoir des conseils de SEO technique, vous serez pas déçus. Est-ce qu'on a oublié des choses sur toi ? Pas grand chose, hormis que c'est vrai que j'aime bien travailler à l'international, donc en général si vous avez des questions sur tout ce qui est US ou européen ou SEO à l'international en général, j'adore ça. Magique. Eh bien, on va pouvoir commencer sans plus attendre avec notre premier format de ce podcast, la marmite du SEO. La marmite du SEO, bon, tu m'as dit en off tout à l'heure que tu avais suivi quelques épisodes, donc ça doit pas être inconnu. On va simplement s'intéresser à pourquoi historiquement, toi, tu es tombé dans le SEO, comment, et surtout pourquoi tu as décidé d'y rester avec le temps. Alors moi j'ai commencé de manière assez, on va dire assez standard, c'est-à-dire dans la rédaction web. Donc moi j'avais commencé tout simplement dans une émission de radio qui s'appelait Rock One sur Radio Sensation, donc dans les Yvelines. Et ce que je faisais, c'est que je faisais des interviews de groupes de musique de rock. Et au même moment, je publiais des articles sur leur site. Et c'est là que j'ai découvert le monde formidable des CMS. Et justement, au même moment, je bossais aussi pour une boîte qui s'appelait Allo Musique. Donc, c'était l'équivalent d'Allo Ciné pour la musique. Elle avait été créée par Patrick Bruel à l'époque. Et justement, je créais des biographies d'artistes et j'envoyais ça sur le web. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu la visibilité de ce que je créais. Et tout doucement, justement, au fur et à mesure de mon expérience, je bossais aussi pour d'autres médias en ligne comme
un qui s'appelait Sport Prestige, donc qui a été racheté après par Turbo, donc de M6, et c'était principalement sur des voitures de sport, etc., des tests de voitures. Et bah là, c'était du WordPress, et c'était justement commencer à jouer un peu sur les titres en disant, bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et tout doucement, au fur et à mesure, c'est là que j'ai vu que bah, je m'intéressais de plus en plus au SEO, à la technologie en elle-même, plus que sur justement le journalisme pur et dur. Pour deux raisons. La première, c'est le côté ludique du référencement. Bah, c'est vrai qu'il y a ce petit coup de dopamine quand il arrive bien, qui est toujours très, très sympa à avoir. Et aussi le fait que ce soit très actif, ça change tout le temps, tous les jours. Et ça, par rapport à, comment dire, aux journalistes, qui est une profession qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus codifiée en fait, bah voilà, c'est ce qui m'a fait justement transitionner et rester. Donc toujours en gardant bah, ce background dans le journalisme qui fait une grosse partie de mon identité SEO aujourd'hui, parce que je travaille aussi avec pas mal de médias. Et voilà, donc ça a été un peu l'histoire de ma conversion progressive du journalisme vers le référencement et ensuite le référencement technique, mais c'est une histoire encore plus longue. Et très intéressant, j'ai une petite question, tu vois, qui me vient, parce que moi je parle beaucoup, avec Thomas, on a un peu la même rengaine, on va dire, du fait, tu vois, que les entreprises, pour réussir aujourd'hui, doivent apprendre à devenir des médias. Et tu vois, par rapport à des médias traditionnels, qu'est-ce que nous, en SEO, tu vois, on sait ce que eux peuvent prendre de nous, la visibilité en ligne et autres, Ouais. mais qu'est-ce que nous, on peut aller chercher chez eux, tu vois, qu'est-ce que les médias ont aujourd'hui que nous, on pourrait aller récupérer un petit peu chez eux? C'est une bonne question. Si j'avais voulu faire une mauvaise blague, j'aurais dit bah tiens, prenez des balises schéma news article et puis ça suffira, mais en fait c'est pas bon. Ce que vous pouvez faire, et ça c'est quelque chose sur lequel j'avais pas mal travaillé, c'est la vélocité en fait de l'actualité. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes comme NewsDash par exemple, qui permet de voir en fait à quelle vitesse un sujet particulier commence à monter sur les réseaux, sur les moteurs, etc. Et arriver à calculer proactivement si tel ou tel sujet dans 24 heures va exploser et va justement générer beaucoup de trafic, que ce soit sur Google News, potentiellement Discover, etc. Et bah ça peut s'appliquer justement à pas mal de thèmes. Bah, si jamais vous avez un blog marketing typiquement et que vous vous orientez plutôt vers un côté média, c'est quelque chose qui peut aider pour justement du trafic ciblé pendant quelques jours. Par contre, ça demande un investissement en temps et en surveillance, en monitoring qui est assez important. Du coup, j'imagine que dans ta cours de ta longue carrière, tu as dû écrire des tonnes et des tonnes de contenus sous différentes formes. Est-ce que tu pourrais nous citer trois apprentissages que tu pourrais appliquer aujourd'hui à un article SEO pour le positionner ou pour le rendre mémorable? À partir des médias, tu veux dire? Ce que j'ai appris de là? Ouais, c'est ça, D'accord. sur ton expérience de la création de médias. Ouais. Ouais. Alors, une chose qui est justement quand on travaille en tant que SEO dans les médias, on se rend compte que ce que font les journalistes, et ils ont raison, c'est qu'ils écrivent pour leurs lecteurs d'abord. Et ça, c'est un truc que les SEO oublient souvent. Enfin, c'est une bonne pratique qui revient. Et, Mm. mais ça a aussi un mauvais côté, c'est-à-dire que par exemple, un journaliste peut écrire un article, genre ton H1 va être «Ils ont gagné». Génial. Ok. Tu vois, mais alors qui, comment, tu vois, ça s'adapte pour un journal local par exemple, mais ça s'adapte pas du tout pour des résultats de recherche. Donc c'est apprendre justement que oui, il faut vraiment savoir, enfin qui, lit ton article, à qui ça s'adresse, et ne pas oublier aussi justement qu'il y a tout un autre monde qui aimerait découvrir ça, mais ton audience cible, tu la connais et tu lui parles directement avant de penser au SEO. Voilà, je pense que ça c'est peut-être le premier enseignement. Le deuxième, c'est que plus on est de fou, plus on rit. C'est-à-dire que faire son article dans son coin, c'est bien. Il y a plein de trucs sur Internet, mais ce qui va faire la différence, c'est bah, vous allez avoir d'autres experts, des gens que vous connaissez, un réseau que vous êtes construit, et sur un sujet particulier, ils vont avoir les trois mots qu'ils vont vous donner et que vous retrouverez nulle part ailleurs. Et ce qui va faire justement la différence, ce qui va vous faire monter et ce qui va vous donner votre image un peu. On va venir justement sur votre blog, non pas parce qu'on vous a trouvé juste sur les réseaux ou sur Google, mais parce que vous vous offrez une expertise qui est unique et qui vous démarque un peu. Et un dernier point, la qualité de l'image. Bah, c'est sûr que la photographie aujourd'hui, ça fait à peu près, c'est pas se désuet. On a tous un smartphone, tout le monde fait des super photos sans faire exprès. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont aller dans les espaces comme ils appellent ça,
les photos de banque, les images de banque, ils vont Ouais. publier toutes, voilà. Mais ou alors ils vont maintenant, et je suis coupable de ça, aller sur des comment dire des sites d'IA, générer des images. Et bah c'est bien, il va y avoir plein de symboles qui veulent rien dire derrière. T'as des icônes tout pourries, tout pété, mais ça fait à peu près nouveau. Sauf que une véritable photo, une véritable illustration, ça amènera toujours beaucoup plus de valeur que quelque chose qui a été fait très rapidement en 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement. Encore une fois, après, ce sont des priorités, un investissement en temps conséquent. Et tu vois, même sur. Moi, je sais que sur mon site, sur la biérologie que j'ai depuis des années, j'ai commencé, en fait, pendant longtemps, j'étais le seul à écrire. Et maintenant, j'ai commencé à inviter d'autres experts qui viennent écrire gratuitement parce que eux, je leur offre de la visibilité. Et du coup, moi, bah, derrière, parce que la bière, c'est très vaste. Donc, typiquement, brasser une bière, je suis pas du tout un spécialiste. Donc, j'invite des brasseurs qui viennent écrire. Je leur donne de la visibilité. Moi, ça me fait plus de contenu pour potentiellement positionner. Et Ouais. ça renforce aussi potentiellement tout ce qui est EEAT, hein, expérience, expertise, authority, trustworthiness. Et tout Mhm. ça, c'est une technique, je trouve, qui est pas forcément très difficile, qui te permet de t'insérer un peu dans ta niche, quoi, en invitant d'autres personnes, d'avoir plus de contenu, plus de richesse. Et Ouais. c'est quelque chose qu'effectivement, comme tu le dis, les journalistes l'utilisent énormément. Quand tu lis la presse ou autre, il y a toujours, selon la personne, selon le spécialiste sur tel sujet ou autre encore. Ouais, tout à fait. C'est un très bon moyen de se démarquer. Tu es dur avec toi-même, je suis sûr que tu brasses de très belles bières, Lucas. Et un autre point aussi, parce que moi j'ai été un grand lecteur de presse et je suis encore un grand lecteur de presse, il n'y en a plus beaucoup. Donc, et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, tu vois, que je trouve, nous les SEO, on peut s'en inspirer, vous me direz tous les deux ce que vous en pensez, mais déjà, il y a, dans la presse, tu as quelque chose qui ressort, ou en tout cas dans les médias traditionnels, c'est les feuilletons. C'est-à-dire que Mhm. ben, on va te parler un jour du truc ou autre encore. Alors moi, je suis passionné de sport depuis mon enfance, donc. Bah, typiquement, une saison de football, c'est un feuilleton et en fait, on va te raconter la suite, la suite, la suite. Là où le SEO, souvent, c'était un mot-clé, les gens viennent et ça s'arrête là. Et en fait, si tu veux fidéliser une audience, c'est aussi intéressant de raconter des feuilletons à côté, quoi. Alors c'est vrai, ça peut justement encore une fois arriver à te positionner comme étant quelqu'un de très particulier sur ton segment et puis t'amener pas mal de trafic. Donc ouais, c'est une bonne pratique effectivement. Clairement. Et comment est arrivé le SEO technique? Comment est arrivé le SEO technique? Euh, alors c'est arrivé d'un constat, c'est-à-dire que il y avait déjà beaucoup de demandes. C'est-à-dire que quand on vient, enfin moi là-bas j'étais spécialisé dans le contenu, comme beaucoup qui arrivent dans le SEO. Et d'ailleurs ça va pas forcément de soi parce que ceux qui arrivent le mieux, qui sont les plus performants, sont les gens qui ont plus de meilleures compétences en maths ou en dev. D'anciens développeurs, en général, font de très bons SEO, ou même des gens qui ont fait des bacs plus scientifiques s'en sortent mieux étrangement. Mais ça attire comment dire, une population comme moi, justement, qui était plus basée sur la rédaction et le contenu. Et j'avais pas mal de demandes, et j'avais énormément de mal à trouver du concret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va être extrêmement flou, ça va être des concepts, ça va être, voilà, si vous prenez Vlog ou si vous faites tel changement, vous allez voir, potentiellement, peut-être que vous allez avoir un truc qui va monter. Et j'arrivais pas à avoir des réponses pures et dures, ce qui est toujours une problématique assez forte hein, dans le référencement. Mais ça me frustrait tellement de ne pas arriver à avoir quelque chose que bah, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus et à rencontrer des personnes qui étaient bonnes là-dedans pour avoir de vraies réponses. Et plus je creusais, plus je me rendais compte que oui, je me spécialisais sans le vouloir en fait dans le référencement technique parce que c'est plus niche, mais il y a tout un monde à explorer et qui est assez peu connu au final. Donc je trouvais ça drôle et voilà, c'était un peu l'aventure quoi. Et j'ai fait ça, je pense, j'ai fait la transition peut-être il y a 5 ans, 6 ans, et c'est vrai que je regrette pas. Voilà, parce que ça se marie très bien avec tout le reste. Et quand vous avez beaucoup de rédacteurs, de SEO juniors qui arrivent justement, qui ont envie de mettre leur contenu et qui comprennent pas pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est pas visible. Et tu regardes d'un coup, tu dis bah voilà, il faut juste serrer ce boulon-là et je suis sûr que ça va changer la donne. Et effectivement, 3 semaines après, boum, ça explose et enfin, il y a des personnes qui pensent que c'est un peu de la magie, genre mais comment t'as fait quoi. Et c'était Ouais. enfin des trucs juste tout bêtes, à savoir parfois tu vas comment dire dans un CMS, un machin, t'appuies sur un bouton et ça va tout changer. Et voilà, Mm. c'est ce côté un peu magique qui m'a attiré. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a le côté, souvent, c'est le pilier qui fait le plus peur en SEO, hein, le pilier technique quand tu démarres. C'est souvent, même on le voit, hein, la plupart des créateurs de contenu qui en parlent essayent vraiment à chaque fois de le décomplexifier. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui est. C'est pas le pilier qui m'a attiré le plus quand j'ai commencé il y a 7 ans de ça. En revanche, j'ai appris à aimer et il y a vraiment une formation, moi, qui m'a bien débloqué sur le sujet. C'est la formation de Christina Azarenko. Qu'on va techniquement recevoir sur ce podcast également. Waouh. SEO Syrup, qui était vraiment hyper quali. Et franchement, bon, c'est en anglais, des fois ça va un peu loin et tout, mais je trouve qu'elle décomplexifie vraiment bien les choses. Et il y a une chose à retenir, c'est qu'en vrai de vrai, t'as pas besoin d'être dev pour être bon en SEO technique, pour avoir les bases. Ça aide, c'est un plus. Tout à Mais on fait. n'a pas besoin d'avoir des grosses compétences de dev pour être bon en SEO. Enfin, je connais plein de bons SEO techniques qui ne peuvent pas écrire une ligne de code. Tu vois, bon, après, maintenant, Mhm. t'as l'IA, t'as les Bolt ou autres qui peuvent t'aider à générer du code. Mais effectivement, Mhm. il y a plein de points, on pourra en parler tout à l'heure, qui sont accessibles sans non plus venir d'une école de développement web ou autre. Ouais, Tu confirmes effectivement. ça? On est raccord là-dessus. Je confirme, absolument. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, s'il il y avait eu besoin de coder pour être là et parler de SEO technique, vous me recevrez. Je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Je suis une bille en code, je sais rien coder. On est tous forts en code maintenant. On a ChatGPT, c'est bon. C'est ça. Bolt, vous en pensez quoi, les gars, de Bolt d'ailleurs? Tout le monde en parle en ce moment sur Twitter. Hein? Ça me Je sais parle pas pas si- plus que ça. Bolt, je crois que ça s'appelle Bolt.new, je sais pas quoi, c'est le truc qui permet de coder des apps, des plateformes, des SaaS en une journée. Apparemment, t'as plein de. Tout le monde a ça, que ça à D'accord. la bouche en ce moment sur Twitter. Ça s'appelle Bolt. Je sais plus quoi. Ouais, Bolt.new. Vous regarderez. Ouais. Avec un simple prompt, tu peux faire voilà, des apps mobiles, tu peux régler des problèmes de code, etc., etc. D'accord. Bah, je le note pour plus tard. Bonne Voilà, c'était. adresse. On passe au second format? Au top, bah du coup, second format, c'est le pain sur la planche. Du coup, Sylvain, le principe du pain sur la planche, c'est que tu nous racontes un petit peu, bon bah c'est quoi une journée SEO pour toi. Raconte-nous tout ça. Ouais, alors je suis pas quelqu'un qui va se lever à 5 heures du matin et se mettre dans un bain d'eau glacée pour commencer sa journée sur les chapeaux de roue. Ça marche pas pour moi. Mais je suis un SEO qui se réveille à 8 heures du mat. Et après avoir justement pris mon petit déj, je prends mon chien et je vais faire une balade pendant 30-40 minutes tous les matins religieusement, parce que ça me permet d'une part de me réveiller, mais aussi justement de commencer à penser à tous les sujets que j'ai à traiter dans la journée. Une fois que je reviens, en général, je vais aller sur Twitter ou Threads ou alors comment dire, d'autres plateformes pour prendre les nouvelles. J'ai des comptes que je suis. Et ça va me permettre de filtrer directement pas mal de choses, ce qui s'est passé aux US pendant qu'on dormait typiquement. Et puis justement, voilà, je vais m'informer comme ça va peut-être me prendre 15-30 minutes. Après, je vais publier sur les réseaux directement, donc principalement Twitter, X, et là maintenant je commence à m'étendre un peu sur d'autres plateformes, donc ça va me prendre peut-être aussi 15-30 minutes. Et puis après, ça va être directement la vérification de chute brutale sur les propriétés que je regarde. Donc, c'est-à-dire que je vais pas regarder s'il y a des variations de mots-clés, rien du tout, parce que ça, c'est le meilleur moyen de perdre toute ta matinée. Je vais juste regarder s'il y a quelque chose qui a chuté au niveau des conversions ou du trafic. Et si jamais il n'y a rien, je peux avancer. Si jamais il y a quelque chose, par contre, c'est plutôt en mode alerte, on se demande ce qui se passe, etc. Mais sinon j'avance. Ensuite, ça va être plutôt un passage en revue des mises à jour aussi qui se sont passées pendant la nuit. Je travaille beaucoup avec les États-Unis, hein, principalement pour HubSpot ou d'autres clients. Et donc, quand moi, je termine ma journée, il est midi pour eux. Donc, il y a pas mal de développeurs ou de designers qui vont travailler sur des tickets Jira ou autres, ou des projets, pendant que moi, je vais me coucher, quoi. Et le matin, justement, je leur réponds quand il y a des questions, j'évalue, etc. Et puis après, je leur envoie comme ça. Eux, quand ils vont se lever, ça va être l'après-midi pour moi, et ils peuvent s'y mettre directement. Voilà. Et puis après, je prends 30 minutes pour faire le découpage de ma journée en bloc. C'est-à-dire que, suivant les priorités du moment, je vais prendre 1 heure 30 pour faire telle tâche qui va justement m'aider à atteindre tel objectif. Je vais prendre 1 heure 30 pour des réunions. Voilà, je vais découper comme ça en tâches assez importantes pour éviter en fait de passer ma journée à faire des choses qui au final ne produisent rien ou peu de choses. Donc voilà, après je mange.
Et bah là, c'est là que justement je travaille sur mes réunions, mes optimisations pour une bonne partie de l'après-midi. Et plus vers peut-être 5h, 5h30, bah c'est là que je vais regarder les différentes variations en termes de trafic des propriétés que je gère. Je vais regarder si ça monte, ça descend, parce que ça va déterminer aussi probablement mes priorités de la journée d'après. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a certaines choses qui vont monter, enfin qui montent bien, bah, c'est plutôt des choses que je vais soit laisser de côté pour me concentrer justement sur ce qui est en train de baisser ou ce qui ne va pas exactement comme on le souhaite. Et voilà. Et une dernière chose, après ça, en général, bah, je vais documenter. Ça va prendre 30-45 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que bah, je vais lister tout ce que j'ai fait dans la journée et je vais l'envoyer de manière très succincte et je vais l'envoyer aux différentes équipes. Je vais l'envoyer à mes clients, je vais l'envoyer aux personnes qui sont au-dessus de moi pour s'assurer qu'on est tous alignés en fait sur ça. Et comme ça va en fait déclencher pas mal de choses. Bah, il y a certaines équipes, il y a certains détails, on s'en rend pas compte, mais ça peut leur permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et toi, ça va te débloquer pas mal de choses sur des projets avec qui, sur lesquels tu travailles avec des développeurs, par exemple, donc moins de délai. Et ça va permettre aussi de, bah, je sais pas si je l'ai dit, donc d'enlever les frustrations là-dessus. Certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui se sentent bah, en dehors de tout ça, voilà. Et une fois que c'est fait, en général, bah, je termine ma journée sur le coup de 19 parfois 20 heures. Et puis après, bah, je passe ma soirée en général à manger et après je prends peut-être 30 minutes, une heure pour travailler sur des projets personnels que j'ai, des sites à moi, voilà. Et après, c'est fini. Et t'as pas le temps de faire un bain glacé entre tout ça, quoi. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Terrible. Moi, j'ai une petite question sur HubSpot. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu bosses avec un freelance? Est-ce que tu es en CDD, CDI? Comment tu fais le contact? J'ai pas mal échangé. Enfin, je sais qu'avec Live Mentor, on a fait pas mal de netlinking avec l'équipe française. Ouais, Mais je connais pas du tout l'équipe US. Et comment ça s'est fait de ouais. ton côté? Comment tu as trouvé le filon? Et est-ce que tu en es satisfait aujourd'hui? Ouais, bah alors moi je suis en CDI avec HubSpot. Ok. Donc à la base, comment dire, ils m'ont trouvé quand je travaillais donc pour le Telegram, ils m'ont demandé de venir en Irlande. Donc ce que je vous disais justement un peu plus tôt, c'est là que j'ai passé 3 ans en Irlande avec eux. Et en fait c'était encore pas le référencement, le confinement. Et donc, bah, c'était un moment où justement beaucoup de SaaS explosaient complètement en termes de trafic. Et donc, il y a eu énormément de recrutement qui s'est fait. Et moi, je fais partie de ce mouvement-là, entre guillemets. Et voilà, donc ils avaient besoin de quelqu'un principalement pour bah, en référencement technique, mais aussi pour euh, évangéliser, on va dire, parce que ces grandes entreprises en général bah, ont énormément d'équipes. Il faut justement leur expliquer un peu bah, que telle chose a une incidence sur telle autre chose, etc. Et donc voilà, le côté news justement, parce que HubSpot gère plusieurs autres propriétés, par exemple The Hustle qu'ils ont acheté, il me semble, il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Donc c'est de l'actu à la base, de l'actu marketing. Et voilà, ce type d'expertise justement était important pour eux. Et tu parlais un peu plus tôt de l'équipe française. Bah, alors moi, je fais pas partie de l'équipe française, je fais vraiment partie de l'équipe US, mais on est, enfin, je sais pas combien on est dans l'équipe SEO, on est peut-être une vingtaine, 20, 25, quelque chose comme ça. Ouais. Et, bah, je collabore régulièrement avec Amiel, Grégory, Justine, qui sont justement les piliers enfin, de l'équipe SEO FR, et qui sont d'ailleurs des personnes géniales. Et voilà. Mais bon, comme il y a vraiment beaucoup de monde, on se croise pas tous les jours, si tu veux. Voilà. C'est un modèle remote, du coup, full remote, tout le monde est à distance? Alors moi, je suis à distance, mais en général, ils te donnent le choix. Soit tu peux aller au bureau, soit tu peux faire hybride, ou soit tu peux être en full remote. Voilà. Très cool, très cool. Très bien. Et c'est vrai on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en Irlande, il y a énormément de grosses boîtes, quoi. Je sais que le head of SEO de Live Mentor, c'est un ancien de Google et LinkedIn, et il a fait Google et LinkedIn à Dublin, quoi. Et, Ah, c'est vrai que c'est énorme, quand tu as l'impression qu'il y a bon, il y a des raisons fiscales aussi, mais tu vois, les Apple, les Starbucks, tu te dis, c'est dingue, quoi. Si tu veux travailler dans la tech en Irlande, bah, tu vas pas t'ennuyer, gars. Ah bah ça c'est certain. Bah ça c'est l'avantage. Après la compétition est assez féroce. Hein. Quand t'es en Irlande et que bah t'as des compétences en référencement, bah c'est rare quand tu passes un mois sans que t'aies des gens qui te démarchent, etc. Après t'as aussi de mauvais côtés. C'est-à-dire que la crise du logement en Irlande est incroyablement difficile pour les Irlandais eux-mêmes, mais même pour eux qui arrivent, à tel point que l'ambassade de France, il me semble l'année dernière, a recommandé aux Français de ne plus aller vivre en Irlande parce que personne ne trouvait d'endroit où vivre quoi. Donc ouais, t'as des super boîtes tech, mais tu dors dehors quoi. C'est Ouais, le problème. ou dans les pubs.
Ou dans les pommes, voilà. Ah, c'est vrai qu'ils te laissent dormir dedans en général, c'est vrai. Magnifique. On va pouvoir passer au troisième format de ce podcast, un format, on le répète tout le temps, mais qu'on adore avec Lucas, que tu dois connaître aussi puisque tu nous suis, qui est la roulette du SEO. Bien évidemment, on est en ligne, donc on n'a pas de roulette, malheureusement. Donc, on n'a jamais eu une vraie roulette. Un jour, je pense, Lucas, saison 4, vas-y, on chauffe, on investit, on prend une vraie roulette. On prend le vrai truc qui tourne, là, comme comme sur TF1, là, on va se prendre ça, il y aura même des jeux dessus, parce que les bols de Airbnb, c'est plus possible au bout d'un moment. Mais bref, ça a un peu changé, donc nous on a tiré les questions en amont, c'est beaucoup plus simple, et elles sont là face à nous. Il y en a 3, et je vais sans plus attendre commencer par la première. Une belle question d'ailleurs. Est-ce que tu es plutôt team, ou les deux hein, d'ailleurs, tu peux choisir, maillage interne ou netlinking? Oh, maillage interne. Parce que c'est sous-coté. Et j'ai fait l'expérience, j'y croyais pas beaucoup au début quand j'ai commencé, et j'ai fait l'expérience de remontée de trafic absolument incroyable, juste avec un bon maillage interne, et juste en les mettant aux bons endroits. Et parfois, avoir ne serait-ce qu'un blog, même s'il est secondaire sur un site, et le fait, enfin, travailler sur les différentes thématiques, et ensuite justement avoir ces liens internes, aller sur les pages produits, mais ça peut faire une différence, mais monumentale. Donc oui, maillage interne. Tu as des conseils un peu en maillage interne, du coup, pour les auditeurs? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ouais, alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Si jamais c'est un site énorme et tu as très peu de ressources, disons, t'as pas une équipe qui se charge de ça. Parce que enfin, j'ai vu des boîtes où il y en avait vraiment. Si jamais c'est que toi, bah, tu peux le faire de manière dynamique. C'est-à-dire que bah, tu vas toujours arriver à trouver un petit outil en admettant que ça ajoute pas un script ignoble sur tes pages qui va justement tout alourdir. Mais euh, le faire dynamiquement, ça peut justement permettre de couvrir beaucoup de terrain en très très peu de temps. Si jamais tu as les moyens, ne pas le faire dynamiquement est aussi une recommandation. Pourquoi? Parce que ça casse, tout simplement. Si c'est basé sur du JS ou sur ce type de choses, bah, à un moment donné, ça va tomber et ça peut avoir un mauvais impact. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est toutes les recommandations spéciales, hein, c'est-à-dire, pas spéciales standard, c'est-à-dire varier les encres, s'assurer que justement l'autorité passe bien entre les différentes pages, ne pas en abuser pour ne pas diviser l'autorité par deux, etc. En général, j'étais quelqu'un qui trouvait que l'obfuscation c'était un peu surcoté jusqu'à ce que je me rends compte que bah, ça peut vraiment avoir un bel impact. Voilà. Donc, varier les encres, automatiser si on n'a pas les moyens, le faire manuellement ou le déléguer à une team si on a les moyens. Et voilà. Ouais, c'est de très bons conseils. Et effectivement, je rebondis sur ta parlé d'obfuscation. Et moi, c'est pareil que toi. Au début, c'était un truc, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, pourquoi pas mettre un no-index à la place ou autre, jusqu'à ce que on réfléchisse. Et c'est quelque chose qu'on a appliqué à la fois chez Merci App et chez Live Mentor. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de trafic sur la partie app, sur le Ouais. se connecter. Sauf que ça n'a aucun impact SEO, tu vois, on s'en fout. Et c'est des gens qui ont payé, donc ils sont déjà clients, tu vois. Et en fait, Ouais. ça prenait un énorme budget crawl. Quand on a fait le calcul du PageRank, bah, les pages app, elles, c'était tout en haut. Et ben on s'est dit, bah vas-y, on va obfusquer tout ça. Ça a libéré un budget crawl et ça a repoussé Ouais. des pages importantes. Donc en fait, quand c'est bien maîtrisé et sur des bons choix, ça peut être pertinent. Tout à fait. Je rappelle, hein, obfuscation, c'est le principe que tu vas avoir des liens sur ton site, ce que tu vas pas forcément montrer à Google hein, à partir d'un petit bout de code. Et donc, effectivement, ça te permet, notamment, même là, c'est un bon exemple avec Live Mentor, mais souvent, on parle de l'exemple de sites e-commerce qui ont des méga menus à rallonge, à tour de bras. Bon, bah, du coup, ça te permet de pas diviser le jus. Et c'est vrai que ça, je trouve, c'est un bon exercice
mais rien que de mettre ton site sur un Screaming Frog, sur un website auditor et autres, et de découvrir le nombre de liens que chacune de tes pages envoie, quoi. Et moi, parfois, j'ai des clients en coaching, on fait le premier audit pour démarrer, et tu te rends compte que 80% de leurs pages ont plus de 600 liens parce qu'il y a des méga menus à rallonge, il y a des footers, il y a le footer qui renvoie vers un lien Facebook, Instagram, Pinterest, enfin, ça devient des trucs, et c'est vrai que tout ça, bah, en fait, quand tu penses juste à créer un site, t'y penses pas, mais quand tu penses SEO, bah, ça te crée de la dilution de PageRank, et donc tes pages importantes ne reçoivent pas de liens ou ne reçoivent pas assez de jus, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, plus qu'aussi que sur le côté référencement, pour le côté conversion, et amener justement aussi le trafic là où tu le veux, comme tu mentionnais plutôt Thomas, bah, c'est vrai que ça peut faire une grosse différence. On a vu, enfin je sais pas si vous utilisez un peu des logiciels comme Hotjar par exemple pour voir des enregistrements. Parfois, enfin il y a des liens, on pense que personne va aller dessus parce que c'est caché, machin, mais non, il y a des gens qui vont aller se perdre dans un coin de la page, qui vont cliquer dessus, pas comprendre où ils sont, et puis voilà, et tu l'enlèves et tu vas voir ton taux de conversion qui va monter de 0,5% juste parce que tu as enlevé un lien. Voilà. Ouais, c'est ouf. Des fois, tu regardes ton PageRank, tu te dis, mais pourquoi cette page est aussi haute? Tu vois, tu comprends pas. Tu te dis, mais les gens vont vraiment sur cette page. Bah ouais, gars, et souvent, les pages les plus cliquées sont pas celles auxquelles tu vas penser au premier. Ouais, Et donc, tout à fait. très bonne reco de Lucas, hein. Allez sur Streaming Frog, lancez un audit de votre site. En plus, je crois que c'est gratuit jusqu'à 500 URL maintenant. Je sais plus c'était quoi leur C'est limite, ça. toujours 500. Mhm. Tu regardes le nombre voilà, de liens que pointent tes pages. Et si voilà, tu as des chiffres exorbitants, bah, commence à essayer de limiter un peu plus pour libérer ton budget et faire pointer vers des pages qui comptent pour toi ou pour ton client. Yes, carrément. Donc du coup, la deuxième question qu'on a tirée au sort pour toi, Sylvain, c'était quel est ton meilleur conseil en SEO e-commerce? En SEO e-commerce, c'est intéressant parce que le SEO e-commerce, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Mais j'en ai un parce que je l'ai vu, ça marche à tous les coups. C'est tout ce qui est navigation. Comment on appelle ça? Navigation à facettes. Faire en sorte que ça ne génère pas des, des paramètres d'URL à rallonge et que les utilisateurs ne se perdent pas. J'ai vu justement des navigations comme ça, enfin des menus qui permettaient à beaucoup d'utilisateurs de se lancer. Et là, on va lancer un crawl, Screaming Frog ou Sidebob, et puis on se rend compte que il y a des clics partout, ça marche pas, il y a des URL dans tous les sens, les gens se perdent, ça se casse. Et, euh, et la navigation là-dessus va faire une grosse différence. Juste le faire en sorte que ce soit un clic sans lien derrière va justement changer la donne. Mais au bout du compte, ce sont des problèmes que tu retrouves aussi dans pas mal d'autres sites. Typiquement, bah, tout ce qui est, tu sais, module de recherche, tu vas chercher un produit particulier. Et bah, Oui. c'est le truc typique, tu vas faire une recherche, ça va te faire un point d'interrogation Q égale, et tu vas avoir bah, ton terme de recherche, et ça va te créer un nombre de pages assez incroyable. Ça, justement, faut enlever tout de suite. Donc, tous ces petits modules, e-commerce ou non, mais particulièrement sur les sites e-commerce qui génèrent des paramètres d'URL, on enlève, on remplace. Tiens, si tu devais concrètement aider une personne là, qui a du mal avec ses filtres à facettes ou ses queries pour interrogation, comment il pourrait Ouais. enlever facilement, simplement? Qu'est-ce que tu lui Alors, recommandes? il y a plusieurs méthodes. La première, c'est soit trouver un mode de fonctionnement de ce module qui va pas justement générer de paramètres d'URL, ça va juste afficher des résultats sans rien, ça va juste être pour l'utilisateur, ça va pas être détecté. Après, si vraiment c'est un gros site, tu as une technique, ça s'appelle le Edge SEO, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Et en gros, tu vas utiliser ton CDN, comme Cloudflare par exemple. Et ce que ça va Mhm. faire, c'est qu'il va détecter euh, les visites de Googlebot sur des paramètres d'URL, par exemple. Et Mhm. ce qu'il va faire, c'est qu'il va rediriger ces paramètres d'URL vers l'URL canonique, vers une URL principale. Comme ça, tes utilisateurs, ils continuent à aller, ils voient toujours les paramètres et tout, mais les bots les voient plus. Et le cloaking, justement, c'est quelque chose que Google a dit dans ce genre de cas, c'est tout à fait acceptable, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et ça te Mhm. permet en fait d'éviter d'avoir à déployer des ressources énormes pour réussir justement à régler ces petits problèmes-là. Et pour l'avoir fait régulièrement cette année, je peux dire que ça marche très très bien. Super, super, super. Et sur les filtres à facettes, tu dirais quoi? Pour les filtres à facettes, ça serait soit les limiter le plus possible. Il y a une tendance à en avoir, mais partout. Essayer d'en garder
5, 6 maximum. Et Ouais. assurez-vous que ce soit pas un filtre où tu vas avoir une option à l'intérieur. S'il y a une option où il y a deux choses, enlevez-les, quoi. Mettez-les autre part ou listez-les à un autre endroit. Très bon conseil. C'est vrai que les filtres à facettes, donc c'est typiquement, je sais pas, un site qui vend des nappes qui aurait un filtre bleu, rouge, prix entre 15 et 20 euros et autres. Et en fait, tout ça, ça peut te, si tu y fais pas attention, ça peut te créer des milliers de pages. Et Ouais. ça peut devenir un sacré bordel et ça devient difficile d'indexer. Surtout que tu as Mm. plein de pages qui servent à rien. Donc Qui sont voilà. dupliquées, qui se Ouais, cannibalisent entre elles. Enfin, c'est un Tout bordel. à Ouais. fait. Ouais. 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 Intéressant. Ouais. Troisième question, Sylvain, pour toi. C'est une question qui est très simple, hein. Tu vas voir. Tu peux y répondre en un mot, même si tu veux. Quel est l'outil qui t'a vraiment marqué en 2024? Genre, si tu devais en garder qu'un en tête, l'outil SEO ou pas que SEO, hein, ça peut être un outil dev ou peu importe, qui t'a vraiment, qui est game changer pour toi et qui te change la vie. T'as pas le droit de dire chat GPT, mais tu peux en choisir un autre. Ah, c'est une bonne question, j'en ai plusieurs. Alors, je vais en donner un qui est pas, s'il est pertinent. C'est Jet Octopus pour l'analyse de log. Ok. Pourquoi? parce que Comment? ça Jet s'appelle Jet Octopus? Octopus. Ouais. Ok. Et c'est l'analyse de log 4 fois moins cher que le reste. Et ça offre un accès à des fonctionnalités assez incroyables. C'est-à-dire qu'en comparaison avec un Botify ou un OnCrawl, Mhm. c'est dingue. Voilà. Si jamais j'ai le droit d'en donner un deuxième, je peux en donner un deuxième. Vas-y, Ouais, vas-y, ok. balance. Bah, le deuxième, c'est Ahref, pour le coup, parce que j'ai vu oui, je sais que tu es ambassadeur d'ailleurs, Thomas, qui a fait des fonctionnalités assez dingues et qui continue justement à le faire. Juste le fait de voir les changements de contenu sur leur graphe, ça aide, mais d'une manière assez dingue pour voir quand est-ce que ça a été fait. Ou même la fonctionnalité IA qu'ils ont sortie dernièrement où ça va auditer ton contenu, tu vas créer une page, tu vas vraiment la cibler pour une audience particulière Ouais. et tu vas l'envoyer sur, je crois que ça s'appelle Content Audit, la fonctionnalité. AI Content Helper, ça s'appelle. C'est ça, voilà. Ouais. Et ce que ça va te faire, c'est que ça va te dire exactement, bah tu vois, là non, c'est pas exactement ce que tu cherches, c'est pas exact, Ouais. ça va pas parler exactement à la personne, alors que tu étais certain après des trucs, et tu vas faire le changement, et effectivement, ça va mieux marcher. Et alors on sait aujourd'hui que l'IA, bah, c'est vrai que ça marche bien, mais il y a plein de choses qui nécessitent un œil humain, et là, pour le coup, c'est vrai que l'œil humain n'était pas forcément suffisant, et Ahref arrive à donner, grâce à l'IA, ce côté qui manquait, quoi. Et j'ai été assez bluffé. Ça, c'est leur volonté vraiment de devenir de plus être un outil SEO, mais vraiment d'être un aide à la décision, tu vois. Mhm. Que ça soit vraiment un truc qui t'aide. Tu vois, là, ils sont vraiment, surtout sur la sphère US. Là, tu vois, notamment, ils sont en train de développer toute une partie où ça va te générer ton brief, ça va te générer ton content gap, toutes les idées que tu as à mettre, ça va fixer tes erreurs. Bientôt, ça va pouvoir fixer du code technique aussi. Donc, ils sont vraiment en train de le transformer en juste une machine qui t'accompagne au-delà d'un outil SEO qui te donne des volumes, de la data, quoi. C'est vrai, Donc, c'est vrai. content. Un gros Et boulot de leur part. Ouais. je connaissais pas, et c'est vrai que Uncrawl ça coûte une blinde. Tu vois, ça coûte une blinde. J'avais fait un call, je me rappelle, on voulait l'utiliser avec PlayPlay, mais on s'est dit, mais gars, c'est trop cher, gars. Bon, ça vaut son prix, hein, je dis pas que c'est trop cher quand t'as des grosses Ouais. équipes et tout, c'est hyper puissant, mais c'est cool du coup d'avoir une alternative comme tu viens de citer là à l'instant. J'irai creuser ça. Ouais. Effectivement, je vois que le pricing est plus intéressant. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que bah, tu vois le prix d'un Botify, on va dire sur un gros site, si tu veux, je sais pas, 3 millions, 5 millions de lignes à analyser, ça va te coûter entre 30 et 40 000 à l'année, ce qui est quand même un budget conséquent, alors que bah, Jet Octopus, ça peut arriver à te le faire pour 10 000 ou moins, quoi. On-crawl, Ouais, ça doit être au milieu entre 10 et 20, mais c'est déjà très cher, quoi. ouais, ouais, ouais. Sur l'analyse de log, on a une question pour Sylvain après où il va détailler un peu ce que c'est, comment il le fait et puis quelles sont les bonnes pratiques là-dessus. Donc on va pouvoir en reparler. D'accord. Et Thomas, toi, un petit outil 2024, qu'est-ce qui te viendrait à l'idée? Bah, il y avait celui dont là, en off, on parlait d'un outil. Moi, je l'ai pas encore testé, mais peut-être que certains connaissent. On parlait de Bold.new, qui est un outil pour justement fixer du code et créer. Je regardais une vidéo d'un mec qui a créé un SaaS en une journée avec ça, donc j'ai bien envie
de le creuser celui-ci. Sinon, non, moi, un outil que j'utilise beaucoup, bah, pareil, je suis full Ahref, mais ça, c'est quotidien. Un outil que j'utilise vraiment beaucoup davantage en 2024, bah, je dirais Notion en vrai. C'est un outil qu'en 2023, je n'utilisais Ouais. pas trop, et là, vraiment, je suis passé full Notion, et je ne sors plus je ne sors plus de Notion, quoi, vraiment. C'est trop basique, que ce soit moi pour le perso, pour mes clients, pour les investissements, c'est juste trop bien. Après, un outil, j'ai pas un outil, tu vois, genre game changer qui m'a changé la vie en 2024, comme ça. Peut-être que toi, t'en as un, Lucas? Ouais, alors moi cette année sur de la rédaction, j'ai pas mal utilisé un outil qui s'appelle SEO Pital. Ouais, je Donc connais. c'est écrit SEO Ok. et puis après Pital Pital quoi. Et niveau rédaction web, moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Alors je me baserai jamais sur un outil à 100% pour créer un contenu. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé sur cet outil, c'est qu'en fait il va utiliser ChatGPT ou GPT quoi en général. Mais derrière il va aussi se baser sur ce qui sort sur la SERP. Donc ça te permet de vraiment faire des contenus et tu peux parler de sujets très précis parce que lui il va aller chercher les informations de la SERP pour te parler d'un sujet. Donc moi sur de la rédaction, ça c'est un outil qui m'a fait gagner honnêtement pas mal de temps quoi. En nouvel outil, après le reste j'ai la suite classique hein, que j'ai toujours utilisé, mais ouais, en nouvel Ouais, outil ce serait vraiment celui-là. c'est Idriss ouais, qui a fondé ça, effectivement. T'as réussi à faire ranker des contenus avec? Ouais, honnêtement, ouais, pas mal de contenu. Alors sur le blog sur la biérologie, tu vois, souvent je parle de style de bière, tu vois, donc je vais aborder l'IPA, la bière blonde, la stout ou autre encore. Ouais. Et tu vois, ça c'est des contenus qui restent relativement génériques. Moi je vais ajouter mon avis personnel, mais en tout cas sur des trucs comme ça où c'est relativement générique, tu vois, un style de bière, tu peux l'expliquer de mille manières, mais à la fin ça reste la même chose. Ça rank vachement bien avec ce que je fais sur cet outil-là. Ok, ouais. Ouais, carrément. Donc voilà, après, comme dit, hein, il y a tout un travail derrière que je fais à côté quand j'ai un contenu qui est prêt, où je vais ajouter mon avis personnel, je vais ajouter des content gaps, des gains d'information. Mais en tout cas, franchement, un truc où avant, quand j'écrivais un article, ça me prenait 4 à 5 heures. Hmm, Aujourd'hui, je suis à 1 heure, 1 heure et demie, ce qui est quand même un gain de temps assez énorme. carrément. Et toi, Sylvain, un outil de rédaction nulle? Je sais que quand on a reçu, sur le deuxième épisode, quand on a reçu Franck des Wizards, lui, il nous a cité Scotch, qui est pas mal apparemment pour la rédaction. Il y en a beaucoup aussi qui vont utiliser Claude, parce que Claude est bluffant en termes de rédaction humaine, Claude Sonnette. Il y en avait un autre, je sais plus c'est quoi le nom, SEO Boone, je crois, qui est pas mal aussi. Je sais quel est toi tes recos, Sylvain? Alors pour un outil rédactionnel, moi j'utilise depuis avant même justement l'avènement de ChatGPT Jasper. Aussi parce Ouais. que déjà d'une HubSpot est actionnaire dans Jasper, donc c'est quelque chose que nous on utilise régulièrement. Mais j'ai pas véritablement trouvé de nouvel outil rédactionnel qui m'ait scotché, on va dire cette année-là. C'est vrai que j'ai de plus en plus tendance après la grosse vague d'IA où on a vu justement énormément de contenu rédigé automatiquement, bah, revenir un peu vers le contenu manuel et aller justement voir des rédacteurs et leur demander Hmm. merci de ne pas faire de contenu d'IA. Faites-moi quelque chose que j'ai envie de lire, tu vois. Hmm. J'en ai fait énormément sur mes sites à moi aussi. Et ouais, je reviens à l'humain pour ça un peu. On voit beaucoup hein, ces retours à l'arrière. Je Ouais, trouve que c'est alimentaire, c'est pareil, on a testé genre deux contenus à l'IA, on a dit plus jamais, et c'est fou l'humain, mais vraiment au début à la fin. Alors oui, sur du plan et tout, on va utiliser du Sroo pour nous aider, pour les outlines, pour tu vois, les idées, l'analyse de l'intention, etc. Mais le contenu pur et dur, tu vois, on fait vraiment confiance à l'humain, on bosse avec les mêmes rédacteurs depuis un moment, et au moins tu sais que d'accord. bah, tu as de l'expérience qui est ajoutée, tu as des choses que l'IA, tu vois, ne pourrait Ouais. pas faire. Mais ça viendra. Ça viendra, bah oui, tu vois, ce qu'on voit maintenant, si tu l'entraînes à fond, tu peux avoir des trucs bluffants. Ouais, enfin, c'est assez dingue. C'est fou. Nickel, bon bah du coup on va lancer la dernière partie du podcast, la crème de la crème. Donc le principe de la crème, c'est de te poser des questions, Sylvain, sur tes spécialités SEO. Donc ici, ça va être question SEO technique, full SEO technique, pour qu'on apporte un peu ce petit truc qu'on n'a pas encore apporté aux auditeurs. Alors déjà, pour toi, est-ce que tu peux nous donner, tu vois, ta définition du SEO technique? Qu'est-ce qui rentre dedans? Parce qu'on entend un peu tout et rien, tu vois, moi on m'a déjà dit, ouais, est-ce que tu fais de la technique, changer les balises Ouais, title ou ce genre de truc? Dis-nous toi, tu vois, si tu devais un peu poser le contexte, c'est ouais. quoi le SEO technique?
Euh, alors, je te dirais, alors ça peut sembler simple, mais c'est tout ce qui ne relève pas du contenu et des liens. Je pense que c'est une manière de l'expliquer, mais c'est tellement large que si je voulais affiner un peu, je dirais que c'est l'art de travailler sur la vitesse de chargement, l'optimisation du code et la résolution de problèmes qui vont aider à fluidifier l'indexation. C'est long, je pourrais faire plus long. Mais c'est comment dire, c'est quelque chose qui permet justement de se focaliser sur ces trois points-là, parce que la technique, il y en a absolument partout. Mais ce socle qui va changer la donne en termes de trafic organique, c'est ça. Vitesse, code et résolution des erreurs sur l'indexation. C'est une des meilleures définitions pour poser le truc que j'ai entendu depuis longtemps, donc c'est nickel. Bah du coup, on va rentrer dans la deuxième question, Tom, je te laisse. Ouais, on va rentrer dans le créneau. Donc, comme on l'a dit Lucas, on monte en douceur. Hein, faire du un peu plus technique. On parlait de auditeurs, restez bien accrochés parce que là, on vous a dégoté un expert du SEO technique, c'est pas pour rien. Première question, une des questions les plus posées, je pense souvent quand on commence un projet aussi où on nous cite les milliers de critères qu'a Google. On a vu d'ailleurs notamment depuis le leak. Toi, aujourd'hui, en termes de priorisation, déjà, non, je vais la faire en deux fois cette question. Premièrement, quelles sont toi les erreurs les plus courantes que tu vois sur un site? Et deuxièmement, quelles sont selon toi la priorisation en termes de priorité pour fixer les erreurs, tu vois? Quel est genre par exemple le truc à ne pas avoir sur un site? D'accord. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit par rapport à la question e-commerce. Le contenu dupliqué via les modules, comme la recherche interne, c'est quelque chose que tu vois très très souvent. Et ça, c'est une des premières choses à faire parce que ça nécessite pas forcément d'expertise. C'est juste il y a un problème là, on peut le changer. Voilà. Après, le deuxième plus gros problème, je crois que c'est les problèmes de canonique, de balise canonique et de no-index. C'est-à-dire qu'il est courant d'avoir des développeurs qui vont prendre une page en disant voilà, ça va être l'URL canonique, en général la page d'accueil, et tu vas avoir 20, 30 000 URL qui vont tous pointer là-dessus. Hmm. Donc bah, ça va faire un nombre, comment dire, enfin pas d'erreur, mais un crawl qui va pas vraiment avoir de sens. Et le pire, je crois, c'est l'alliance des canoniques et des no-index. Parce que il y a peu de personnes qui le savent, mais si jamais tu as une page en no-index et tu gardes la canonique vers une URL particulière, en fait, ça va être un mauvais signal de la part de Google. Et s'il y a trop de no-index avec une canonique qui pointe vers cette page, ça peut la faire descendre. Donc ça, c'est très commun. On l'enlève. Où on regère ces pages-là et on les supprime. En général, il y a un problème sur beaucoup de sites, c'est que les gens ne veulent pas supprimer les pages. On garde tout, on garde absolument tout. Attention, il va y avoir des 404 dans la Search Console, ça va pas être bien, mais non, il faut supprimer ce qui vraiment n'a pas d'intérêt. Et un dernier problème qui est plus simple, c'est la mauvaise utilisation du lazy loading. Alors c'est-à-dire, j'ai vu ça pas mal sur des sites de médias ou des gros sites où vous avez beaucoup de rédacteurs ou de créateurs de contenu. Il y a des développeurs qui vont créer un module particulier d'image, et sur chaque image, tu vas avoir du chargement différé qui va être appliqué, parce que c'est, je cite, bon pour le SEO. Alors c'est bien dans la plupart des cas, sauf que quand c'est au-dessus de la ligne de flottaison, bah, ça va avoir l'effet inverse et ça va justement tout alourdir. Et quand justement c'est utilisé partout, alors là bonjour. L'avantage c'est que on peut changer ça très rapidement si c'est un module particulier identifié. Alors en termes de priorisation maintenant, ça va être du nombre. C'est-à-dire que si jamais tu as un problème de LCP absolument partout et que justement tu sais que l'effort nécessaire pour le régler, donc ça c'est tu fais ta liste de problèmes, hein, et après tu vas justement aller déterminer en discutant avec tout le monde combien de ressources ça prendrait pour arriver à régler ça, etc. Et à partir de là tu vas faire voilà tel impact. Il y a énormément de problèmes avec là-dessus. Et l'effort, il est moyen à faible, où il y a quelqu'un qui peut juste appuyer sur un bouton et ça l'enlève, bah ça va être typiquement tout en haut. Et c'est pas forcément ce qui est forcément le plus important, dans le sens où il est préférable parfois de prioriser plein de petites actions qui vont s'ajouter et s'imbriquer les unes sur les autres et à la fin avoir un gros impact, plutôt qu'une grosse action qui va prendre 8 ou 9 mois à être concrétisée, et pendant ce temps-là, tu as d'autres problèmes qui vont arriver, qui vont s'accumuler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment arriver à déterminer le niveau d'effort. Mais si, en termes techniques, généralement, problème d'URL, plus ta structure d'URL et ton architecture sera propre, mieux ce sera.
Et après, c'est tout ce qui est création de contenu et médium, quoi, c'est-à-dire images, vidéos, etc. Pour avoir ce socle qui va permettre la création de plein de nouvelles pages sans que tu aies rien à faire, mais dans de bonnes conditions. Très bien, ça c'est top. Est-ce que tu peux expliquer un peu, alors je vais juste dire avant, tu as parlé de LCP, donc ça veut dire Largest Contentful Paint, c'est le temps Mhm. de chargement des plus gros éléments de la page. Et est-ce que tu peux expliquer un peu le principe de la canonique, tu vois, pour bien Bien sûr. détailler, que ce soit clair pour tout le monde? Alors la balise canonique, bien sûr, bah, ça permet de dire bah, cette page-ci, en fait, elle est disponible, mais celle que j'aimerais mettre en avant pour telle ou telle requête, bah, c'est cette autre page. Et ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce que quelqu'un a créé du contenu, il l'a sur plusieurs sites et vous avez des affiliés, par exemple, qui réutilisent ce contenu. Mais comme on veut éviter la cannibalisation, bah, on va s'entendre pour mettre une canonique qui va dire à Google, voilà, ça c'est le contenu de base. Donc celui-là, il est juste disponible pour nos visiteurs, mais pas à mettre dans les résultats de recherche. Et après, c'est simplement bah, faire comprendre à Google aussi où on veut l'amener, ce qui ne respecte pas forcément. Mais voilà, c'est un gros signal ou une grosse indication que ces pages-là, celles qu'on pointe dans les canoniques, sont celles importantes et celles-ci sont juste secondaires et ne devraient pas forcément être mises en avant. Je me, je me souviens de la formation justement de Christian qui utilisait une métaphore que je trouvais vraiment bien pour expliquer la balise canonique qui pourrait peut-être servir à certains qui nous écoutent. Elle utilisait l'art, tu vois, elle prenait un exemple d'une art de Vinci. On va prendre par exemple, on va prendre la Joconde, tiens. La Joconde, c'est l'œuvre principale. Tous les autres tableaux de Mhm. la Joconde, c'est des œuvres qui ne sont pas l'œuvre principale. Donc, elles doivent avoir dessus une petite indication pour dire je ne suis pas l'œuvre principale, mais l'œuvre principale est juste au-dessus de moi. Et je trouvais que c'était une bonne métaphore pour expliquer ça. Et du coup, ça me permet de reboucler avec ma question. Si je te donne là, de quelqu'un te demande concrètement, ok Sylvain, comment sur mon site je peux repérer à la fois mes pages dupliquées, mais aussi les problèmes justement de canonique. Quels outils j'utilise, comment je m'y prends, si je suis débutant, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, pour le contenu dupliqué, il y en a un qui est super. C'est le concurrent direct de Screaming Frog, ça s'appelle Sidebulb. Et ça te permet d'arriver à détecter de manière très précise le contenu qui est similaire à tant de pourcents, etc. Donc ça peut déjà t'aider. Ensuite, bah, c'est typiquement taper une requête, et après tu vas mettre un petit site de points avec le nom de ton site, et tu vas voir les deux premières pages qui vont sortir, et tu vas dire, bon, on va regarder si jamais il y a juste une page ou s'il y en a plusieurs. Et à partir de là, bah, tu vas regarder s'il y a effectivement un problème. Et alors en général, tu vas faire ce type d'analyse quand bah, tu vas baisser sur une requête importante et tu vas justement évaluer les différents scénarios. Bah, tiens, est-ce que c'est dû à du contenu dupliqué, etc. Et juste en faisant cette petite manip, ça te permet de voir justement où ça peut, enfin où le problème peut venir, d'où le problème peut venir. Hmm. Après, bah, Screaming Frog, typiquement, est très bon là-dedans. Et puis, avec toutes les possibilités d'IA maintenant, en se branchant sur ChatGPT pour réussir à te donner du contexte, est-ce que tu enfin, définis si telle ou telle page, justement, a un certain degré enfin, une possibilité de cannibalisation, etc. Et ça, il peut te le faire, ce qui est assez dingue. Voilà. Mais si on veut le faire en 5 minutes sans se prendre la tête, Sidebulb, et après une recherche manuelle, il n'y a rien de mieux. Site de points et tu mets quoi? Tu mets ton mot-clé ou tu mets l'URL? Comment tu Tu t'y mets prends ton mot-clé, exactement? ouais. Voilà, tu vas mettre site de points, tu vas mettre ton URL, et après, enfin, tu vas mettre ton site, et après, tu vas mettre ton Ouais, mot-clé, c'est-à-dire ton nom de ouais, domaine. c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'une recherche site de points, tu vois, pour identifier des premiers trucs techniques, c'est puissant. Donc en gros, tu fais site de points et tu mets l'URL de ton site web. Et ça te permet de voir toutes les pages que Google a indexées. Et effectivement, si Mhm. tu vois que bah, tu as des pages de recherche qui ont été indexées, tu as des pages typiquement en e-commerce, on en parlait avant, mais tu as la pagination. Donc typiquement, Mhm. un site e-commerce qui a une catégorie perceuse, bon bah tu as perceuse page 1, perceuse page 2, perceuse page 3, perceuse page 4. Bon bah en général, tu veux indexer juste ta première page perceuse. T'as pas besoin d'indexer une page 2 avec des produits qui sont moins vendus ou que tu as sous-optimisé ou autre. Donc ça, c'est un cas souvent d'utilisation de la balise canonique. Et ça, c'est un exemple aussi, si tu fais ton site de points et que tu constates que ta page 1, elle n'est pas indexée, mais ta page 2 de ta d'autres trucs de perceuse, elle est indexée, bon bah tu peux te dire, ah, il y a peut-être un petit problème actuellement technique sur mon site, quoi. Ouais, Effectivement. clairement. Moi, j'utilise pas mal Your Text Guru pour les contenus dupliqués. D'accord. Ça va vraiment dire sur une base, tu vois, les logiques de duplication entre des bases. Je peux utiliser des outils aussi comme TotSEO. Mais c'est vrai que je trouve que Your Text Guru avec Babar Plugin dessus est très,
Très quali pour ça. Deuxième question, du coup, Sylvain, tu sais, on sait que beaucoup de personnes utilisent WordPress, Shopify. Est-ce que tu peux nous dire, tu vois, c'est quoi les plus grosses erreurs de SEO technique qui arrivent souvent sur ces sites? Alors bien sûr, tout peut arriver, mais tu vois, les cas généraux, quoi, on va dire. Ouais. Alors, je connais très bien WordPress, Shopify beaucoup moins. Donc, je vais parler un peu plus du premier. Alors, le premier problème, alors ça va pas être très technique, mais en fait, ça l'est. C'est la multitude d'extensions installées mais non activées sur un WordPress. Alors ça, en général, si jamais c'est la première fois qu'un client fait du référencement là-dessus, ce qui se passe, c'est que ils vont installer plein de trucs et en les désactivant, pensent que il y a plus rien qui marche derrière. Sauf que tu vas commencer ton audit, tu vas commencer ton crawl et tu vas voir qu'il y a plein de petits scripts machin qui vont à droite à gauche et ça c'est très lourd et tu te demandes d'où ça vient, c'est pas possible, enfin, il y a trois trucs et en fait tu regardes dans les extensions et c'est ça. Donc le premier, la première recommandation, ça serait supprimer vos extensions que vous n'utilisez pas, même si une fois ça a bien marché. Par exemple, typiquement les extensions de résolution de bugs, parce que votre WordPress il s'affiche pas. Si vous le réutilisez dans 4 ans, supprimez-le maintenant, mettez-le en favori et réinstallez-le dans 4 ans et ensuite enlevez-le. Donc ça, c'est la première chose pour éviter d'avoir une multitude de scripts qui vont venir tout polluer. Après, le deuxième problème que je vois le plus sont les thèmes payants et les sites qui vont grandir avec, et ces thèmes payants, on va aller sur ThemeForest, on va voir, il y en a une réduction moins 50%, c'est une petite startup, le thème a l'air super beau, et ils vont l'acheter et l'installer. Et 3 ans plus tard, ils ont grandi. Maintenant, c'est plus juste une startup de 2-3 personnes, c'est 20 personnes. Et les vendeurs décident de ne plus mettre le thème à jour. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des développeurs internes, il va y avoir des équipes externes qui vont arriver, qui vont aller dans le CSS additionnel, qui vont aller dans les fichiers PHP et qui vont eux-mêmes mettre des couches de code complètement différentes. Et donc, il y a une agence qui va rester 3 mois, il y a un développeur qui est resté 2 ans qui va partir. Et après, on arrive à une espèce de plat, de lasagne, quoi. Et quand quelqu'un va vouloir faire une modification, il y a tout qui va péter. Et c'est à ce moment-là, en général, que, en plus des failles de sécurité, tout le monde décide de faire une refonte graphique. Et le plus beau, c'est qu'en général, ils refont exactement, souvent, il va y avoir les mêmes erreurs qui vont être faites, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre un thème comme ça, qui ne va plus être mis à jour d'ici 4 ou 5 ans, et ça repart. Mais ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. La solution, en général, c'est d'avoir un thème personnalisé que tu vas développer juste pour ton site. Pourquoi? Parce que tu auras aussi toute la doc, et même si tu as des gens qui partent ou des agences qui viennent, il y aura toujours des traces et tu sauras justement comment ça réagit. Mais j'ai vu des sites qui ont perdu pendant 2 semaines tout accès à leur base et qui ont perdu tout leur chiffre d'affaires justement parce que le site avait complètement craché et était irrécupérable, quoi. Intéressant. Donc ça, c'était le deuxième problème. Est-ce que j'en ai un dernier? Peut-être un troisième, c'est le désamour des développeurs et des designers pour WordPress. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup que j'ai rencontré qui détestent ça pour ce qu'ils appellent le manque de flexibilité. Alors, c'est pas le cas de tous, mais c'est en général très flexible pour les gens qui ne sont pas des devs, mais beaucoup préfèrent aller sur des plateformes comme Contentful, par exemple, qui permettent plus de liberté là-dessus. Alors, une solution, justement, pour mettre tout le monde d'accord, c'est soit prendre le WordPress VIP, qui va permettre, justement, pour des plus gros sites de gérer plus de choses, de personnaliser plus, ou alors le CMS d'HubSpot aussi, qui permet, justement, de tout changer sans que ça crache. C'est un peu plus solide à ce niveau-là. Mais voilà, c'est arriver à gérer ça, dire ces CMS-là, si jamais on veut changer de CMS, ça va peut-être être un peu dur. Voilà. Trop bien, hyper intéressant. Merci pour ces problèmes. Toi, Lucas, si tu devais en citer un, qu'est-ce que tu citerais? Écoute, moi je citerais un truc sur WordPress que je vois souvent. Alors c'est lié au SEO technique, c'est plus un problème de PageRank pour moi, mais il y a 2 choses sur WordPress. C'est l'utilisation des tags, tu vois. Donc les tags, en gros, c'est les étiquettes en français, si vous utilisez WordPress en français. Mais WordPress, en gros, te propose de mettre un tag sur chacun de tes articles. Sauf qu'en fait, à chaque fois, ça te crée une page. Tu vois, et récemment, moi, j'avais un client en coaching qui dit « Ouais, mes pages s'indexent pas et tout. » Donc on va sur la Google Search Console. D'ailleurs, on a une question pour Sylvain sur ça après. Et en fait, il avait 700 tags différents. Donc forcément, en fait, il a 700 pages qui servent à rien, qui sont dupliquées souvent. Parce que, en fait, tu as
t'as des tags qui servent que pour un article, et du coup ça te multiplie les trucs. Et c'est un peu pareil avec le problème des catégories sur WordPress, où toutes tes catégories prennent des liens. Elles prennent énormément de liens, alors que souvent c'est pas des pages que tu veux positionner, tes pages catégories, ou en tout cas elles servent pas à grand chose, c'est juste une liste d'articles, sauf si tu les retravailles et tout, mais 90% des gens les retravaillent pas, donc ouais, moi je citerais ça, tu vois, sur le contenu dupliqué et la pagination, quoi. Avec les belles URL / catégories à chaque fois, c'est parfait. Ouais. Quand tu manges, au début, tu sais, tu t'en manges des tonnes, tu mets des articles, tu mets 5 catégories par article, t'as ça, puis t'as aussi tous les WP Content, t'as Gogo, en veux-tu, en voilà. Tiens, une belle couille qui m'était arrivée aussi, c'était quand j'étais passé de Yoast à Rank Math. J'avais switché le truc, mais en switchant, j'avais pas checké au niveau des redirections, et au final, toutes les redirections avaient sauté. Du coup, j'avais dû repasser sur le truc pour récupérer tout mon fichier de redirection. C'était flip total, cette petite connexion. C'est une fois que tu retournes une redirection qui qui pète complètement. Et ouais, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut faire attention. Effectivement. D'ailleurs, tiens, une question qui revient à ça. On en parlait, je crois que c'était dans la saison 2 avec François Dragon. Quand notamment il avait fait son audit en utilisant Screaming Frog pour checker, tu sais, la visualisation en SiteGraph là, pour voir la représentation du maillage interne. Et justement, il parlait des pages slash WP content parfois on peut en avoir à gogo. Toi, c'est quoi ta reco sur ces pages-là? Parce que c'est souvent l'horreur des référenceurs sur WordPress. Ouais, c'est déjà déterminer justement ce qui est utilisable et aussi ce que tu peux bloquer. C'est-à-dire que arriver à voir quelle ressource est nécessaire ou pas, ça peut prendre énormément de temps, ça peut être très chronophage. Et toujours dans cet esprit de cloaking, parfois savoir que tu as certaines ressources qui utilisent pas mal justement de budget. Ça, tu vois avec l'analyse de log ou un peu après dans la Search Console, dans tout ce qui est crawl stat, mais tu peux arriver à dire à Google dans ton fichier robot.txt, bah tiens, telle ou telle ressource, elle est complètement inutile, ça va pas nous aider et ça prend, c'est du gaspillage de performance et on va la bloquer. Moi, c'est en général un peu comment je vais le faire. Si je peux pas retirer ou si ça prend trop de temps pour identifier telle ou telle ressource et comment les virer, et je vais avoir une tendance à vraiment les cacher le plus possible. Voilà. Ok, très clair. On peut enchaîner avec la question suivante. Toujours dans le technique, on te lâche pas avec la technique, on s'en excuse. Mais on s'est dit allez, on va envoyer sur le technique. Il n'y en a pas beaucoup des épisodes sur le sujet, donc c'est l'occasion et merci pour ça. Troisième question, les Core Web Vitals. Est-ce que selon toi, ces Core Web Vitals ont un réel impact sur le SEO et si oui, en quoi? Alors oui, ça a un impact et plus particulièrement depuis la mise à jour d'algorithme de mars 2023, donc depuis l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai vu certaines pages qui étaient c'était en bas de page 1 et tout d'un coup, c'est remonté en position 1 et c'est resté depuis. Alors pourquoi? Parce que justement la compétition était aux fraises en termes de signaux web essentiels et la page que je cherchais à placer était bonne là-dessus. Et il y avait pas d'autre raison. Véritablement, il n'y en avait aucune autre. Et inversement, j'ai des pages qui se positionnaient haut, qui n'avaient pas un bon score de Core Web Vitals et qui sont tombées. Et il y a eu donc des compétiteurs qui, eux, ont réussi à se placer, mais leur page répondait pas forcément mieux justement à l'attention de recherche. La seule différence, c'est qu'ils n'utilisaient pas de framework un peu bizarroïde, du genre framework React, etc. Ils prenaient juste quelque chose de standard, très allégé, et c'était suffisant pour les mettre en haut. Après, en étudiant justement ça de plus près, on voit que, encore une fois, la seule raison, c'était les Core Web Vitals et rien d'autre. Après, ça ne reste qu'un facteur. C'est-à-dire que si tu me disais est-ce que c'est la chose à prioriser tout de suite, non. Je pense pas que ce soit la première chose à faire. C'est un facteur de positionnement par contre donc qui gagne en importance. C'est-à-dire que même si ça ne reste qu'un facteur, à un niveau de compétition très élevé, typiquement ce qu'on va appeler les océans rouges, quand tu vas avoir des résultats de recherche qui sont très lucratifs si jamais tu arrives à te positionner haut, et tu vas avoir des compétiteurs qui vont venir, tous les 3 mois tu vas avoir de la compétition qui va venir s'ajouter, donc ça va être de plus en plus compliqué. Et là, si jamais tes Core Web Vitals sont bien calibrés, ça peut vraiment faire une grosse différence.
Après, ça dépend lesquels aussi. J'ai passé une grosse partie de mon année, en tout cas la première partie, à faire de l'optimisation INP, donc Interaction to Next Paint, et Dieu sait que c'est pas facile justement à comprendre ou à optimiser proprement. Et une fois que c'est fait, bah, zéro mouvement, quoi. Ça changeait pas grand-chose. Ça donnait une meilleure expérience à l'utilisateur sur la page, bien sûr. Mais voilà, après, c'est aussi en fonction de quand Google décide d'actionner ce levier-là pour te dire, bah, OK, maintenant, vous avez eu suffisamment de temps pour faire vos optimisations et le coup près tombe, quoi. Mais je suis prêt à parier, même si Google dit l'inverse, disant, voilà, arrêtez de vous focaliser sur les Core Valtos parce que bah, y en a beaucoup qui ont fait ça au détriment du contenu et eux, ce qu'ils veulent, c'est du bon contenu. Surtout avec une tendance à la désindexation. Ils indexent moins dernièrement, mais ils veulent quelque chose de mieux. Comment dire, de plus fort en termes de valeur ajoutée. Mais je pense que c'est quelque chose à travailler qui va gagner en importance au fur et à mesure des prochaines années. Ouais. Hyper clair. Et du coup, ouais, c'est quoi tes conseils pour un petit peu optimiser ces Core Web Vitals? Alors la première chose, c'est quand on le fait, d'utiliser ce qu'ils appellent le throttling dans Chrome DevTools, c'est-à-dire ralentir son PC. Parce qu'il y a quelque chose qui est fait régulièrement, c'est qu'on le fait sur ses machines. Et en général, quand on est un SEO, bah, on aime un peu ses ordinateurs, ça booste un peu. Si on veut Screaming Frog, faire tourner Screaming Frog, bah forcément, il y a des ressources. Et ce sont des ressources auxquelles probablement 90% de la population n'a pas forcément accès. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire un test sur sa machine, bah, ça va être forcément biaisé parce que voilà, on a quelque chose de trop puissant. Donc, tu vas aller dans Chrome DevTools et tu vas ralentir en général 4 fois sur le CPU et 4 fois sur, 4G lente, ça marche bien. Et tu vas refaire tes tests. Donc, tu vas aller dans l'onglet performance, tu vas tout relancer. Et là, d'ailleurs, il y a une mise à jour dernièrement où on voit directement le LCP, le CLS et l'INP directement en cliquant sur performance. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as même pas à lancer justement le test. Et juste arriver à faire ça, ça va permettre d'arrêter de se dire mais je comprends pas pourquoi la Search Console me dit que c'est tout pourri alors que moi je le fais sur ma machine, tout est ouvert, c'est génial. Voilà. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent rentrer en compte, c'est-à-dire que tu vas faire ça, tu vas tester et ça va être très bon même quand tu ralentis et tu comprends pas. Et en fait, c'est tu découvres que tu as une grosse partie de ton trafic qui vient de pays où les machines sont moins performantes. Et c'est-à-dire que Google va juste te dire hey, le score est pas suffisamment bon parce qu'ils utilisent soit des téléphones qui sont assez anciens ou soit d'autres choses comme ça. Alors qu'on a, avec des standards occidentaux, entre guillemets, on pense pas forcément à ce genre de choses. Donc l'origine et faire attention à sa machine. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah, merci pour ces conseils. Il nous reste 2 questions. Une question maintenant que je vais te poser sur la Search Console et après la dernière question sur l'analyse de log. La première du coup c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la Google Search Console pour améliorer son SEO technique? Qu'est-ce qu'il faut aller voir un peu dessus sur l'outil, quoi? Ouais, alors la première chose, ce serait aller dans les statistiques d'exploration. Donc c'est ce fameux petit rapport caché, et on se demande pourquoi c'est caché d'ailleurs, quand on clique sur paramètres. Et c'est un espèce de mini analyseur de log de Google. Donc si jamais vous n'avez pas de budget pour faire de l'analyse de log, vous pouvez justement aller là-dedans. Et c'est comprendre les données qui sont là. C'est-à-dire que vous avez les requêtes de crawl. Et c'est très bien pour calculer son budget de crawl. Mais par contre, ce qu'on sait moins, c'est que si jamais, en général, ça va être assez plat. Si on crée si on crée un peu de contenu, ça va monter un peu, etc. Mais il peut arriver que ça monte très très vite et on fait pas attention. On fait bon, voilà, ça monte, c'est tout. Mais en fait, ça veut dire soit que Google a un intérêt accru justement dans le site et ça peut avoir éventuellement un impact bénéfique, mais ça veut peut-être dire aussi justement qu'on a des problèmes de contenu dupliqué ou d'autres choses, et ça commence justement à tout remettre en branle. C'est-à-dire que Google va commencer à réévaluer pas mal le site, et juste faire attention à ça, ça peut justement changer la donne. Après, par exemple, regardez le niveau d'URL découverte et d'URL actualisé. En général, un bon niveau, un niveau standard, ça va être du 20-80, donc 20 pour de la découverte et 80 pour de l'actualisation. Si jamais vous voyez là-dedans que vous avez juste 10% d'URL qui sont actualisés et que vous avez 90% de découverte, à moins que vous créez des centaines, des milliers de pages par jour,
à mon avis, il y a probablement un problème. Voilà. Donc ça, c'est véritablement à surveiller, en plus de voir les bots et les différentes ressources justement qui sont crawlées. Tu parlais justement plutôt Thomas des WP Content et de tout ce qu'il y a là-dedans. Alors là, justement, ça peut te donner des indicateurs sur, bah tiens, ça, il y a véritablement un problème, c'est crawlé des milliers de fois alors que qu'on l'utilise jamais. Qu'est-ce que ça fait là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça serait le rapport d'indexation. Donc les pages, typiquement où tu as toutes les erreurs, bah, tiens, page avec redirection, 404, sauf 404 et compagnie. Mais c'est savoir quoi regarder là-dedans. Et les deux premières choses en général à voir, c'est explorer mais non indexé, et, euh, et l'autre qui est détecter mais non indexé. Voilà. Et ces deux problèmes-là, c'est ce qui va avoir l'un des plus gros impacts sur ton trafic organique. Et si jamais ça monte, tout doucement, en général, c'est ça. Ça va monter tout doucement, de mois en mois, et jusqu'au moment où on va arriver au point de bascule, parce qu'on ne l'a pas traité, et le trafic va sombrer. Il va falloir justement arriver à voir pourquoi il y a autant d'URL qui sont détectés et justement régler son crawl et en virer le plus possible, en tout cas prioriser proprement, plutôt que de se concentrer sur les 404 qui sont en général des problèmes plus simples à régler, mais qui vont avoir un impact moindre, puisque justement Google s'attend à ce qu'il y ait pas mal de pages qui s'en aillent, quoi. Donc, qui soient plus disponibles. Donc, ce sont ces deux choses-là, arriver à prioriser et savoir aussi les ressources qu'on a, parce que c'est bien d'avoir plein d'erreurs, mais si jamais vous avez tant de ressources, tant de budget pour réussir à tout régler, à régler ça, il faut savoir exactement ce sur quoi se concentrer, parce que sinon tu arrives à la fin de l'année, il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est très important de regarder, effectivement, parce qu'on a souvent des pages, on se demande, mais putain, pourquoi on n'arrive pas à les faire ranker, tout simplement aller voir effectivement, dans cet onglet. Et des fois, on a le cas inverse, j'en parlais avec Mathieu Chapon, on a aussi parfois des pages qu'on veut pas du tout, mais qui s'indexent. Et des fois, c'est aussi intéressant de se dire, d'aller voir dans cela, dans les pages indexées, de se dire, d'essayer de comprendre, mais ça, c'est pas quelque chose que je voulais indexer, d'essayer de le dégager. Donc aussi, de faire le sens inverse de la première façon de faire, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça va tout régler non plus, hein. C'est-à-dire que parfois, le fameux truc où la page ne s'indexe pas, et en fait, tu essayes tout, tu essaies de tout régler, tout est clean, tu comprends pas, et en fait, tu as juste à changer l'URL, elle a relancé, et puis là, il l'indexe, tu fais bon. C'est ça. Voilà. Donc, ça n'est pas juste, juste toi et l'analyse de la Search Console, c'est aussi parfois Google qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi. C'est ça, des fois même juste changer un titre, changer l'URL, ajouter un petit peu de contenu, tu vois, et une intention qui est plus à jour. Parfois, ça permet juste de relancer une indexation, quoi. Effectivement. Tout à fait, ouais. Dernière question? Allez. Dernière question, c'est sur l'analyse de log. Justement, déjà, un petit peu peut-être, toi, définir un petit peu ce qu'est l'analyse de log pour les profils un peu plus débutants qui nous écoutent. Et justement, comment tu t'y prends, outils, etc. et à quoi ça te sert concrètement? Ouais, alors à quoi ça sert? Ça sert à comprendre le comportement des robots sur son site, où ils vont, et est-ce que ça a du sens? Alors en général, ça sert pour les plus gros sites, pour véritablement arriver à cibler justement des endroits où les robots se perdent, typiquement, des pages de faible valeur, et puis on se dit, tiens, il faudrait plus focaliser leur attention à cet endroit-là, ou à l'inverse, il y a des pages qui ont énormément de valeur et personne n'y va, et on a tout essayé, on a essayé le maillage, etc., et l'analyse de log va te permettre justement de comprendre pourquoi elles n'y vont pas. Donc ça, c'est le premier point. Ta question, c'était quoi? Comment la mettre en place après, c'était ça? C'était déjà, ouais, effectivement, quel outil tu utilises pour la mettre en place Ouais, et en gros, qu'est-ce que tu tires de ça, quoi? En quoi ça va t'aider à ouais, améliorer ton SEO, si on fait simple? d'accord. Alors, comment la mettre en place? Alors, le choix de l'outil, bien sûr, va être important, mais je pense que plus important que ça, c'est comprendre le processus. C'est-à-dire que, il y a une tendance où on va faire son pitch à la personne qui va vous donner du budget, soit le client ou alors votre employeur, et il y a une tendance à dire, voilà, tiens, allez, prends ton outil à 20 000, et là, c'est bon, maintenant, on a gagné le SEO. Et c'est genre, on a acheté l'outil, c'est fini, c'est plié. Là, c'est bon, on va monter en flèche, voilà. Mais c'est que le début. Et arriver à expliquer qu'une fois que c'est fait, il va falloir le mettre en place. Et pour le mettre en place, il y a deux manières de le faire. C'est-à-dire que soit tu utilises, encore une fois,
un CDN, donc Content Delivery Network, donc comme Cloudflare, où tu vas avoir une petite fonctionnalité qu'on appelle les log push, qui vont permettre juste d'envoyer les logs filtrés, comme ça, tu n'envoies pas de log utilisateur, c'est juste sur les robots, et ça te prend 5 minutes. Ou alors, tu es dans une entreprise plus à l'ancienne, où bah là, il va falloir que l'entreprise mette les logs sur un serveur, que comment dire, l'entreprise qui donne l'outil de log aille les chercher pour qu'ensuite justement ce soit utilisé, ou à l'inverse ce soit mis en place par l'entreprise enfin, les logs vont être déposés là. Ça peut prendre parfois 3 ou 4 mois, hein, je l'ai vu, et en plus ça casse tous les 10 jours et c'est pas fiable. Donc c'est arriver déjà à dire voilà, si jamais on a telle méthode, une fois qu'on a acheté l'outil, ça va prendre 4 mois avant de commencer à ne serait-ce qu'accéder à l'outil. Okay, donc ça c'est déjà une grosse chose. Si jamais on peut arriver à réduire ça, expliquer comment. Une fois qu'on y est, il faut mettre en place tous les tableaux de bord. Et si vous avez utilisé des outils comme Botify ou OneCrawl, même si ça a bien évolué, c'est pas ce que j'appellerais des outils avec une interface extrêmement simple. Même quand tu veux juste voir un peu comment dire, les données que tu cherches, ça peut te prendre quelques jours avant d'arriver véritablement à avoir ton tableau de bord. Donc ça, déjà, c'est aussi à prendre en compte. Et une fois que tu y es, bah, il faut arriver à prendre le temps d'analyser. Et c'est génial l'analyse de log parce que tu arrives, c'est la matrice, tu comprends tout, il y a trop de trucs qui se passent, c'est génial. Et alors ça, c'est justement ce qui va déterminer le succès ou la défaite justement de ton expérience avec l'analyseur de log. C'est-à-dire, est-ce que tu vas te perdre justement dans l'analyse ou est-ce que tu vas en tirer quelque chose? Parce que c'est, encore une fois, je pourrais y passer des mois juste à regarder ce qui se passe, je trouve ça super. Maintenant, comment la réussir une fois qu'on a ça? Donc c'est très chronophage. Donc il ne faut pas se perdre dans l'analyse de données, c'est-à-dire que tu vas prendre 4 ou 5 jours et tu vas te dire, bah tiens, en 5 jours, je vais faire que ça. Et donc tu as dit à ton employeur, voilà, moi je vais, comment dire, je vais passer 50% de mon temps justement à analyser. Il le sait, donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose que tu peux pas faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Et tu vas prendre 4-5 jours et tu vas en déterminer 2 actions. C'est ton but. Tu vois, une semaine, j'ai 2 actions et il faut que ce soit quelque chose qui va m'aider à améliorer le trafic. Et une fois que c'est là, bah, tu vas justement programmer la mise en place de cette action. Donc tu vas arriver à le faire, tu vas être frustré parce que tu vas avoir exploré juste 3 ou 4%. Mais tu as réussi à avoir des actions et tu vas les mettre en place. Et là, c'est là où justement l'explication aux décideurs va avoir de l'importance. Il faut en général des développeurs pour réussir à les mettre en place. Et donc là, il y a quand même déjà pas mal d'étapes. Il y a l'achat, il y a le temps pour aller chercher les logs, il y a la création des tableaux et des rapports qui t'intéressent, tu as l'analyse, tu as les actions à mettre en place, et maintenant tu as l'intégration avec les développeurs. Et là, tu as déjà pas mal de temps qui se sont passés. Et une fois que c'est fait, maintenant il faut tester. C'est-à-dire que tu as des hypothèses, tu vas lire tes lignes de log, tu as découvert un endroit où ça ne devrait pas y être, où tu devrais justement les envoyer, tu vas dire, bah voilà, il faut enlever ci ou ça, il faut ajouter ci ou ça. Et une erreur fréquente, c'est de tout lâcher pour le site entier. En disant, voilà, j'ai une hypothèse, je suis sûr que c'est bon, je vais lâcher ça pour 300 000 URL. Alors ça peut marcher parfois, mais tu as 30% ou 40% de chance que ça marche parce que tu as oublié un truc, parce qu'il y a un développeur qui n'a pas justement coché la bonne case, voilà. Et pour éviter ça, bah, tu vas tester. Tu vas prendre une semaine, tu vas tester sur 100 URL. Tu vas prendre une autre semaine, tu vas tester sur 1000. Après, tu vas tester sur 10 000. Et une fois que tu as fait ça, bah là, tu peux lâcher le tout. Et en général, le plus beau, c'est que les actions techniques qui suivent justement l'analyse de log, ça prend beaucoup de temps à générer des résultats. La plupart du temps, moi, ce que j'ai vu, c'était que pendant les mises à jour d'algorithmes, quand Google va réévaluer en fait la qualité technique de ton site, c'est là qu'il va te récompenser en général de ces actions que tu as prises avec l'analyse de log, à moins que tu avais un problème vraiment énorme à la base, et là tu vas le voir tout de suite. Mais j'ai déjà vu parfois des x6, x7 en termes de trafic organique et de conversion, et là, bah là c'est jackpot, et tu es content parce que tu as bien fait ton boulot, mais c'est aussi parce que tu as le décideur à la base qui a décidé de te faire confiance et qui a compris que ça allait prendre 9 mois, parfois 1 an, pour arriver justement à générer des résultats. Voilà. Et être patient avec les résultats, c'est quelque chose. Être impatient avec les actions, patient avec les résultats, et c'est dire, ben voilà, c'est mis en place, ça va venir. Il faut attendre que Google justement arrive à réévaluer ça. Et quand on dit, bon alors, c'est là, c'est dans une semaine, c'est demain, bah, tu vas dire, je suis pas sûr, ça va venir. Voilà. Et ça vient souvent quand ça a bien été
calibré, bien structuré. Merci pour toutes ces explications. Sur l'analyse de jeu, excellent. Donc, prenez des notes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Moi, je me souviens, mes premières fois sur une crawl, j'étais perdu. T'as plein d'onglets, tu passes des heures et des heures avec les account managers à essayer de comprendre le truc, mais c'est vrai qu'une fois que t'es lancé, c'est puissant. Ouais. Bah, c'est savoir justement aussi, encore une fois, quoi ne pas regarder. Parce que Il y en a plein, parfois, ouais. tu vas publier une page, et puis tu dis, le processus d'indexation va être super, tu vas avoir des bots, machin, qui vont arriver dessus, et là, tu regardes justement l'évolution, et puis tu peux te perdre là-dedans. Et c'est pareil pour justement l'analyse de la fluctuation des mots-clés. Je pourrais passer ma journée dans la Search Console et dans Ahref à regarder justement ce qui se passe, mais au bout du compte, il faut arriver à actionner ça, quoi. Et ne pas perdre justement l'objectif de tête. Voilà. Ouais, c'est ça. Et de rester dans l'action, quoi. C'est bien d'analyser, C'est ça. mais il faut aussi produire. Voilà, tout à fait. Au Merci. top. Merci Sylvain. Bien sûr. C'était Merci à vous deux. génial. Bravo d'avoir complété ce position zéro. Je suis très content de te recevoir. J'espère que tu as kiffé l'expérience, toi aussi. Bah, c'était super, j'ai survécu, je suis très content. Et ouais, de voir la manière dont vous le faites, c'est assez inspirant. Donc, continuez à faire ça, j'apprends plein de trucs. Ça fait super Merci plaisir. beaucoup. Bon bah merci à tous d'avoir écouté l'épisode et puis à très vite. Ciao ciao. Et à très vite. Salut! Merci à tous.